Salut les gens, l'amour est scientifiquement une drogue et je vais vous l'expliquer au travers d'une histoire d'amour classique que vous avez vécue ou que vous vivrez en grandissant. Avant d'en venir à une telle question, il faut déjà comprendre ce qu'est réellement que le sentiment amoureux. L'amour, on en a tous une grosse idée, mais scientifiquement, son fonctionnement est un bordel incroyable, très méconnu. Donc d'abord, on va voir comment et pourquoi on tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre. Je vais ensuite vous expliquer dans notre corps ce qu'il se passe et ce qui provoque cette sensation d'amour vis-à-vis de notre partenaire. Et enfin, je vous démontrerai pourquoi l'amour, c'est clairement une drogue. On ne décide pas de tomber amoureux de telle ou telle autre personne. C'est quelque chose qui va relever de notre subconscient. C'est-à-dire que c'est bien notre cerveau qui va nous faire aimer ce fameux individu. Et même si l'on ne le commente pas, on a grossièrement cerné plusieurs facteurs qui vont stimuler notre subconscient et nous faire tomber amoureux d'une personne. Déjà, on a le physique qui joue incontestablement. Une personne qui vous répugne, vous n'allez pas en tomber amoureux. A l'inverse, une personne que vous trouvez mignonne, évidemment, elle a toutes ses chances. Mais ça ne suffit pas pour autant. On a également cette idée que les opposés s'attirent et qui semble bien être vrai, c'est-à-dire qu'on va chercher dans l'autre les qualités qui nous manquent plus ou moins consciemment. En revanche, une personne avec un vécu et des valeurs similaires aux nôtres est attirant. Un individu qui adhère à nos opinions et qui a connu les mêmes galères que nous, eh bien on s'en ressent tout de suite plus proche. En gros, on désire une personne aux qualités différentes qui nous complètent, tout en cherchant un parcours et des valeurs similaires aux nôtres. Et là, je vais en venir à une micro-théorie que j'ai trouvée. Généralement, deux personnes avec un parcours et des valeurs similaires, la plupart du temps ont acquis des qualités ressemblantes. De ce fait, il résulte qu'une telle personne, avec des qualités nous complétant et un vécu et des valeurs similaires, est complexe à trouver. Ainsi, lorsqu'on pense l'avoir rencontrée, puisqu'elle est clairement une perle rare, on en tombe tout de suite amoureux. Alors attention, c'est très spéculatif et pas forcément exact, mais je pense que l'idée derrière cette petite théorie n'est pas absurde. Si j'en viens en plus de mes sources à vous proposer des théories plus ou moins fumeuses, c'est qu'aucune étude n'a jamais sérieusement été faite sur le sujet. Comment voulez-vous trouver les facteurs qui vont inconsciemment vous faire tomber amoureux de quelqu'un? C'est juste impossible à mettre en place, c'est beaucoup trop compliqué. Après, on a cette dernière idée non négligeable que j'ai trouvée et que je valide, qui est qu'une personne nous rappelant inconsciemment notre famille proche et notre enfance nous séduira, car elle nous rappellera ce sentiment de sécurité et de sérénité durant notre jeunesse, passée, bercée et dorlotée d'amour. Bref, un jour lointain, on comprendra peut-être pourquoi vous tombez amoureux d'une personne et pas d'une autre. Mais jusqu'à ce jour, vous devrez vous satisfaire de mes sources et de ma théorie absolument parfaite. Dans notre corps, c'est tout un brassage chimique qui va se produire et qui va expliquer pourquoi nous ressentons quelque chose de fort envers notre partenaire. Déjà, avant de rencontrer, disons, Marie, vous allez voir son visage, dans la rue, à la fac, bref, quelque part. Un visage symétrique, beau, que vous trouvez plus ou moins consciemment envoûtant, va vous faire sécréter de la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, grossièrement résumé, est une substance produite par les neurones pour qu'il informe ses autres compères neurones et qu'ils puissent donc communiquer entre eux. Et dans le cas de la dopamine, le message qui est transmis de vos neurones à vos autres neurones est « motive-toi bon à rien, cette fille elle est mignonne, pour une fois va porter tes couilles et va lui faire la cour ». La dopamine, comme son nom l'indique, c'est donc un dopant, c'est l'hormone qui donne envie d'agir. Vous allez donc aller aborder Marie. Elle vous plaît, vous lui plaisez, c'est votre idéal. Là, vous produisez un autre neurotransmetteur qui est l'ocytocine. C'est elle qui est responsable de l'attachement vis-à-vis de l'autre et vous la produirez à chaque interaction avec elle tout durant votre relation. L'ocytocine, eh bien elle nous apaise, elle nous détend et accroît notre confiance en l'autre. Et vous n'allez avoir à ce moment qu'une seule envie, vous mettre avec elle. Vous y pensez H24 et vous n'en dormez plus parce que l'adrénaline et la noradrénaline vous stressent en permanence. Vous vivez actuellement quelque chose d'incroyable, vous en voulez plus, mais si vous en demandez trop, eh bien vous avez également peur que votre mari disparaisse. Bref, vous finissez finalement par porter vos couilles à deux mains et aller révéler à Marie la véritable nature de vos sentiments envers elle. Et Marie est également, elle, folle de vous. Ça y est, vous vous adonnez enfin à une relation officielle avec elle. C'est donc un amour neuf et passionnel. Vous l'appréciez, elle vous apprécie, votre cerveau est en ébullition. Vous êtes absolument focus sur ses qualités, mais ses défauts vous ne les voyez plus. Et ça, c'est simplement l'idéalisation. Et c'est une conséquence directe à tout ce cocktail de neurotransmetteurs qui viennent vous rendre amoureux et naïf, et donc moins rationnel et réaliste. Vient ensuite le fameux moment de l'acte sexuel. Aux portes de l'orgasme, c'est le plaisir absolu parce qu'il n'y a rien que 4 neurotransmetteurs qui sont sécrétés à cet instant. L'ocytocine en grande quantité, surtout la première fois, l'endorphine, la sérotonine et surtout l'anandamide qui est le plus stimulant des 4.
4. Le temps passe, vous êtes heureux et les mois s'enchaînent. En parallèle, vous allez produire de la vasopressine qui est responsable de l'attachement unique à Marie. C'est-à-dire que vous allez désirer Marie. Vous n'aurez Dieu que pour elle et non pour Adèle qui est pourtant bien belle. Sauf que, eh bien, au fil du temps, cette euphorie va s'estomper. Étant de plus en plus habitué à votre partenaire, vous allez sécréter moins de dopamine et alors avoir moins envie d'être avec cette personne. En revanche, vous allez continuer à produire un niveau similaire d'endorphine, mais ce niveau d'endorphine devenant pour vous une habitude ne vous stimulera plus autant. En fait, c'est exactement comme avec une drogue. La première fois, c'est incroyable. La deuxième fois, c'est génial. La troisième fois, c'est sympa. La quatrième fois, c'est cool. Bref, on se lasse au fil du temps. Et c'est ici la première raison pour laquelle l'amour est une drogue. Parce que tout comme elle, l'amour perd en valeur et en stimulant au fil du temps. D'abord, soyons clairs sur ce qu'est qu'une drogue. Pour moi, c'est une chose capable d'altérer notre organisme, dont la communication et l'interaction entre nos neurones. Et c'est aussi quelque chose dont on peut devenir dépendant. L'humain n'est pas programmé pour aimer plus de 3 années une même personne. Dans la prochaine vidéo qui s'intitulera « Pourquoi 50% des mariés divorcent ?», j'expliquerai tout cela. Et également pourquoi il y a 100 ans les gens divorçaient beaucoup, mais alors beaucoup moins. Bref, comme je le disais, après 3 ans, on remarque que les effets d'endorphine et de dopamine sont moindres. C'est la période de désillusion. Vous redevenez rationnel et vous commencez à voir l'autre tel qu'il est vraiment, alors qu'avant c'est l'image idéalisée de lui que vous entrevoyez. C'est exactement le même fonctionnement avec les drogues. On s'habitue et on se lasse, et ça explique également pourquoi beaucoup d'accros à des drogues douces finissent par s'enlacer, puis par toucher à des drogues beaucoup plus dures et nocives. On ne devient pas seulement accro à une drogue, on devient accro à la sensation extrêmement forte ressentie. Sauf que finissant par s'habituer et dompter les sensations, celles-ci perdent en valeur, et étant accro à cette sensation forte qu'on ne ressent désormais plus, on est poussé à consommer de nouvelles drogues pour retrouver ce sentiment orgasmique. Sauf qu'avec l'amour, eh bien ce n'est pas possible, tout du moins avec la même personne. Un individu c'est comme une drogue bien précis. Nos neurorécepteurs s'enlacent et il n'y a aucun moyen de revivre le sentiment de nos premiers moments avec elle. Alors, pour pouvoir satisfaire de nouveau nos envies, il faut trouver une nouvelle personne qui nous fera l'effet d'une nouvelle drogue plus dure consommée. Le problème avec l'amour, c'est qu'on vit des sensations incroyables au premier moment avec notre partenaire, mais ce ressenti s'atténue progressivement durant les 3 premières années. Même s'il reste des neurotransmetteurs produits et appréciés, notamment l'ocytocine qui nous attache à notre compagnon tout au fil du temps, eh bien nous ressentons un manque parce que nous étions habitués à de la dopamine et de l'endorphine nous procurant des sensations plus fortes. Or, ces sensations s'estompant et y étant habitués, on éprouve un manque. On retrouve encore une fois là ici le même mécanisme qu'avec une drogue. Quelque chose nous procure du bien-être. Ce bien-être s'estompe au fil du temps. C'est le manque. Et pour combler ce manque, il va falloir consommer de plus en plus de cette même drogue, ou même alors d'en consommer une autre bien plus dure. La rupture amoureuse est aussi quelque chose de brutal. Sans contact avec l'autre, on ne produit plus tous ces neurotransmetteurs. Ce bien-être, jusqu'alors constant, s'arrête net. C'est alors le malheur et le manque. Pour finir de vous convaincre que l'amour est bien une drogue, je peux vous parler d'une substance addictive très proche de ce sentiment d'amour. Et cette drogue, c'est la 3,4-méthylène dioxyméthamphétamine, plus communément appelée la MDMA ou l'ecstasy. Lors de sa consommation, elle entraîne la libération de pas mal de substances, notamment de l'ocytocine et de la dopamine. L'amour, tout comme les drogues traditionnelles, altère nos organismes au travers de neurotransmetteurs, et nous pouvons pour tous deux y tomber plus ou moins dépendants. Or, l'amour, lors d'une rupture ou d'une désillusion amoureuse, on peut en venir à en souffrir, mais que dans une proportion relativement limitée. Et c'est bien pour cela qu'elle ne reste qu'une drogue douce. Voilà les gens pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, vous savez le sujet, on parlera de divorce. J'espère que vous avez kiffé celle-là. Si c'est le cas, lâchez un like pour le référencement, ça m'aide beaucoup moi. Si vous jugez que j'ai fait du bon travail, et bah lâchez un like, mon peignoir part en couille. De même, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos si elles vous intéressent. Et puis autrement, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous salue.